à l'apparition de quelques visages qu'on est prêt. Et je laisserai la parole à Jade pour ce deuxième panel euh, qui rassemble, qui rassemble Michael Toppings et Marcel. Oui, merci. Est-ce que tu as mis Marcel Pinet sur le Zoom? Je ne la vois pas. Ou c'est moi? Ah, Marcel est là. Oui, bonjour Marcel. Bonjour, pardon. J'aime bien voir mes interlocuteurs, interlocutrices. Absolument, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, mon nom est Jade Boivin. Je suis la rédactrice en chef de la revue Vie des Arts. Aujourd'hui, je suis avec Michael Topping, qui est artiste interdisciplinaire et directeur général au MAI, donc Montréal Art Interculturel. Bonjour Michael, merci de te joindre à nous. Bonjour. Et aussi accompagné de Marcel Dubois, qui est cofondatrice et membre du collectif directeur du Théâtre aux Écuries. Donc, bonjour Marcel. Bonjour. Peut-être que vous pouvez juste commencer par présenter chacun vos organismes pour donner une meilleure idée un peu de vos actions. Donc, Michael, je te laisse commencer. OK, merci. Je voulais juste commencer par dire que j'ai comme travaillé sur mon texte toute cette semaine. Puis ce matin, j'ai relu ce que j'avais écrit, puis j'ai décidé de le mettre dans la poubelle et de recommencer parce que je trouvais que mon discours était vraiment stiff, formel. Voilà, quelque chose de moins formel, j'espère. Comme dit, je suis Michael Toppings, directeur du MAI, Montréal Art Interculturel, diffuseur et centre de développement pluriculturel et pluridisciplinaire. Notre mandat est axé sur une notion de polyvocalité, d'offrir une vision différente du nous, bâtir un espace commun où les artistes ressentant la nécessité d'exprimer leur culture et puissent se sentir chez soi. Pendant des années, le MAI s'identifiait comme diffuseur et uniquement comme diffuseur, mais il y avait un moment historique peut-être pour nous, quand nous avons réalisé que nous étions beaucoup plus, qu'on avait plusieurs programmes en place qui offraient toutes sortes de services de soutien. La somme de nos parties n'ayant jamais été dûment évaluée, identifiée. Donc, mon collègue de l'époque, Pablo Rodriguez et moi, avons décidé, il y a 4-5 ans, de nommer tous les programmes et les services que nous offrions en disant que celle-là aiderait à clarifier pour les artistes ce que nous offrions autre que la diffusion. Et donc, nous avons eu beaucoup de baptêmes. Nous avions La Ruche, nous avions Création Bourgeonne, Alliance, Complice, Appui communautaire, etc., etc. Nous avons même créé un petit dépliant. C'est à quel point que nous étions contents de nous. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que nous avons fini par créer beaucoup de confusion, une masse chaos. Les artistes, les bailleurs de fonds, nos partenaires, personne ne comprenait où voyait notre vision, ce que nous décrivions. Et nous avons été obligés d'expliquer encore et encore ce que chaque programme signifiait, comment ils différaient les uns des autres et ce que chacun impliquait. Parce qu'en réalité, ce que nous avions fait, c'était non seulement de nommer divers programmes, mais aussi de nommer le programme que les programmes faisaient partie. Certains étaient des composantes d'un programme spécifique, tandis que d'autres étaient des programmes complets sur eux-mêmes. Mais même si le produit de l'exercice a été mal expliqué, l'exercice d'avoir nommé des programmes et des services était essentiel pour le MAI parce qu'il nous a permis de nous voir d'un autre point de vue. Parce que pour nommer les choses, il faut au moins pouvoir les identifier, les décrire, les reconnaître
et d'être en mesure d'expliquer pourquoi elle existe. Et en nommant des programmes, cela a permis le MAI de reconnaître par lui-même ce que nous étions devenus au fil des années. Que nous étions beaucoup plus qu'un diffuseur, que nous étions en fait un centre de développement aussi. Par exemple, le MAI a coproduit des œuvres bien avant d'affirmer ce fait. 5 ans plus tard, le petit dépliant existe toujours, mais nous avons tendance à le cacher plus que le partager. Une grande partie de ce que nous faisions aujourd'hui nous catégorisait comme faisant partie de l'Alliance. C'est à peu près le seul nom qui est survécu, ignorer tous les autres. Alliance, aujourd'hui, en 2021, est un programme, un accompagnement malléable, un processus de collaboration par lequel le MAI partage activement les ressources, les espaces, les connaissances à l'appui de la recherche, la création, la production et la présentation. Et nous aimons parler d'un processus qui commence à A et va jusqu'à Z. Enfin, nous avons vu au cours des 14 derniers mois, en raison de la pandémie, l'importance de mettre à disposition à des artistes des programmes, des ressources et des espaces qui contribuent en fait à maintenir une organisation pertinente, solidaire, active et viable. Merci. Merci beaucoup, Michael, pour ce superbe survol finalement sur les modalités de mettre à disposition des ressources aux artistes, puis comment est-ce que c'est nécessaire de définir des programmes pour le faire. Peut-être que Marcel, tu pourrais présenter rapidement les théâtres aux écuries puis vos actions dans les résidences d'artistes. Tout à fait. Merci beaucoup, Jade. C'est un plaisir de passer après Michael parce qu'il m'a rappelé avec sa problématique de présenter le MAI comme un centre holistique avec plein de services. Il m'a rappelé la difficulté qu'on a eue au début de créer les écuries. En fait, les écuries, c'est le plus jeune théâtre subventionné par l'État, créé à Montréal. Il y avait cette année, en fait l'année prochaine, va avoir 10 ans, les nouveaux murs qui nous permettent d'offrir ces résidences-là et tout ça. Et quand on a forcé un peu la création, parce qu'il y avait un moratoire sur le nombre de sièges de théâtre à Montréal à ce moment-là, quand on a forcé la création, les seuls programmes ou la seule porte d'entrée pour créer les écuries, c'était de passer par le diffuseur spécialisé, donc le présentateur de spectacle. Mais pour nous, dès le début, c'était très, très clair que ce que nous rêvions, ce que nous voulions faire, c'était un centre de création et de diffusion. Donc, d'accompagner des artistes depuis le début de l'idée, de choisir des démarches, c'est très, très différent de choisir des démarches d'artistes versus faire une programmation de bons spectacles. Tu sais, nos spectacles sont bons, c'est ça que je dis. Mais je veux dire, le point de départ est bien, bien différent et donc je salue mon collègue Michael d'avoir fait également cette démarche d'essayer de forcer nos gouvernements, nos programmes de soutien à réfléchir plus large que de la diffusion. Au Québec, certains programmes, depuis 4 ans, les 2 conseils des arts majeurs du Québec et du Canada ont refait une réforme sur leur programme et permettent plus de souplesse justement pour accueillir l'ensemble des missions des organismes. Donc, ça nous a aidés. Donc, voilà, je rejoins Michael dans son défi de nous présenter tout ça. Donc, je l'ai un peu mentionné au travers de tout ça. Le mandat des écuries, c'est vraiment d'être un incubateur, un centre de création et de soutenir la relève et les pratiques alternatives. La relève, donc, c'est un mot, bon, par dépit, c'est très élastique. Et les formes alternatives, c'est des formes, en fait, de recherche ou de formes qui ne vont pas nécessairement se retrouver dans le théâtre plus institutionnel. Je parle de la marionnette, entre autres pour adultes, la performance, parfois même le théâtre de texte, mais qui va aller chercher le mouvement, qui va jouer avec les frontières. Donc, en fait, on est dans des formes
qui ont besoin de ce temps de recherche-là, que ce soit la relève parce qu'ils ont besoin de définir leur langage artistique ou que ce soit des formes alternatives parce que le modèle actuel de production de 120 heures de répétition suivi de 15 représentations ne correspond pas au type d'art vivant que nous, on va accueillir. Ils ont besoin de temps morcelé en avance de recherche. Donc, ça, c'est pour le type de spectacle, pas de spectacle, mais de compagnie ou d'artistes. On va aussi accueillir autant des compagnies que des artistes indépendants ou des collectifs. On ne fait pas de différence. Les gens n'ont pas besoin d'être en compagnie, ce qui est assez différent là, souvent d'un diffuseur spécialisé où il va programmer des compagnies qui présentent des spectacles. La particularité du théâtre aux écuries, c'est qu'on est une direction artistique collective. Donc, il y a 5 compagnies résidentes dont les directeurs artistiques forment la direction artistique du lieu, du théâtre aux écuries. Donc, moi, ce que j'aime dire, c'est que le théâtre aux écuries, c'est un repère de compagnie. Donc, à nous 5 têtes, on est capable de ratisser large et on n'est pas dans un théâtre qui va chercher une ligne artistique très claire, par exemple, l'art et le contexte social ou des théâtres qui vont avoir des lignes où l'hyperréalisme, par exemple, où on va dans des théâtres, on sait c'est quoi l'esthétique de la maison. Nous, on est vraiment au contraire, on célèbre la diversité des pratiques puisque nous voulons être là au service des artistes. C'est vraiment un point majeur de notre direction collective. Ensuite, peut-être décliner rapidement les types d'accueil qu'on a fait. Ça a été vraiment une réflexion là, qui s'est peaufinée dans les 10 dernières années, mais là, on est assez contents. Je rejoins Michael aussi, là, ça prend du temps à bien nommer nos choses quand on fait les choses différemment. Donc, on a plusieurs types d'accueil, entre autres les compagnies résidentes. Bon, il y a les fondateurs qui, eux, n'ont pas de terme à leur occupation du lieu. Donc, ils ont un rôle de transmission et d'intergénération avec qui on accueille. Et après ça, quand les fondateurs partent, on les remplace par des compagnies résidentes qui ont un terme de 7 ans. Et là, on va aller chercher des compagnies intermédiaires qui ont déjà une feuille de route, mais le fait d'arriver pour 7 ans aux écuries va leur permettre de se consolider, d'être en une résidence longue et on va les accompagner autant artistiquement, administrativement. Et souvent, on a plein de belles histoires là, de compagnies qui rentrent à projet un peu instables et qui ressortent au bout de ce terme-là avec des subventions consolidées au fonctionnement, des réseaux de diffusion, etc. Donc, c'est vraiment l'objectif des résidents aux écuries. Ensuite, on a les accueils création-diffusion. C'est des compagnies qu'on va accueillir ou des artistes indépendants qu'on va accueillir sur un minimum de 2 ans. On essaie d'être adapté, donc des fois 2 ans et demi, des fois 3 ans. On va, comme je disais, les accueillir depuis la création, donc leur offrir une première année de résidence création. Et là encore, bien sûr, c'est du temps en salle, mais c'est aussi de l'accès à notre directeur administratif, à notre directeur technique, à la comptable. Donc, notre accompagnement est très diversifié. On entrevoit la résidence dans toutes ses sphères et pas juste sur le plateau avec des lampes d'éclairage. Et bien sûr, la deuxième année de ces résidences-là, c'est la diffusion, donc une présentation devant le public. Ensuite, on a les accueils création. Ce n'est que, entre guillemets, une résidence de création. On ne les associe pas à la diffusion. Et pour nous, c'est notre façon aussi de s'inscrire dans une écologie large, puis justement de ne pas être seulement centré sur notre saison artistique, mais il y a des spectacles ou des créateurs qui vont être à espace libre, au Théâtre d'aujourd'hui, qui vont avoir besoin de ce temps de réflexion-là. Et comme je le disais, le modèle actuel dans les autres, et je ne vais pas faire des grosses généralités, là, certains y arrivent à faire des résidences, là, mais le modèle actuel de production permet rarement le temps de réflexion en amont du processus de production. Donc, pour nous, les accueils création qui ne seront pas diffusés chez nous, ça fait partie de notre rôle dans l'écologie, on le voit comme ça. Et finalement, on a les accueils éclairs. C'est une façon qu'on a trouvée, puisque bien, avec les 3 premiers types d'accueil, nos calendriers puis l'accès à la scène est donc très garni. Donc, les accueils éclairs nous permettent d'aller chercher 15 à 20 projets qui vraiment, là, justement, de la relève ou de la forme expérimentale. Le nom le dit, c'est très léger. On va leur donner une enveloppe qui va de 200 à 500-700 $, qui va être soit des locaux de répétition,
soit du mentorat, soit un regard artistique, soit même, ils peuvent utiliser les sous aussi pour louer des projecteurs vidéo, etc., pour faire des tests. Donc, c'est des petites enveloppes flexibles que chaque directeur artistique a un pouvoir, une décision discrétionnaire sur qui il coop. Ça fait plein de monde dans le théâtre et c'est une façon de donner des... Ça fait pas tout, là, mais ça donne des impulsions, j'ai envie de dire, à plusieurs artistes qui sont plus en début de carrière. Pendant la pandémie, on a aussi mis un service qui s'appelle Bonjour Théâtre, qui est complètement gratuit, où c'est des professionnels de la culture, des travailleurs culturels comme moi, comme notre directeur administratif. On a été chercher des gens au FTA aussi, au Théâtre de la pire espèce, aux communications, bref, des gens qui avaient du temps à mettre au service. Et les gens, c'est Bonjour Théâtre, c'est un peu comme Bonjour Santé, prennent un rendez-vous d'1 heure, puis c'est une consultation spontanée. Ça peut toucher toutes sortes de services, la diffusion, la communication, la technique, la production, l'artistique, peu importe. Et ça a été vraiment un vif succès. Là, on a eu 90 rendez-vous de mentorat complètement gratuits dans la dernière année là, offerts. Fait que c'est pas une résidence, mais c'est une autre façon d'accompagner aussi. Donc, vous voyez, ce qu'on cherche, c'est un peu à moduler selon où l'artiste en est, qu'est-ce qu'il a besoin. Et voilà. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je dirais que finalement, vous avez compris, nous, notre préoccupation, c'est vraiment de... on est en plein plan directeur là, pour les prochaines années, puis il y a 3 mots là, qui nous guident vraiment beaucoup. C'est la qualité de l'accueil, autant humainement qu'artistiquement. Pour nous, c'est hyper important. L'agilité, c'est-à-dire essayer toujours de se demander à quoi on peut servir, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, des fois, ça rentre un peu, c'est un défi entre l'égalité, donc de donner la même chose à tout le monde, mais en même temps de personnaliser le plus possible. Donc ça, c'est notre défi. Et finalement, je dirais comme soutenir. Soutenir, c'est vraiment aussi notre maître mot, soutenir, être là. Nous, on est une interface comme diffuseur. Ce n'est pas les écuries qui est important, c'est les créateurs. Donc, on se voit vraiment comme une interface entre le public et l'artiste. Et notre job, ce n'est pas de nourrir les écuries, mais de soulever les artistes. Voilà, c'est ce que je dirais. Mais on voit vraiment avec ce que tu dis que vous cherchez à identifier les besoins du côté des artistes et trouver des méthodes pour y répondre finalement. Donc, dans les 2 cas, ça revient un peu à ce que Michael disait. Les 2 organismes agissent vraiment comme un incubateur pour leur communauté. Puis cette mission va vraiment s'incarner finalement aussi dans la flexibilité des programmes que vous offrez aux artistes. Ce qui m'arrive à ma première question. Quelle stratégie d'adaptation avez-vous mis en place pour orienter vos programmes? Donc, on parlait de la construction des programmes afin de répondre aux besoins spécifiques de vos artistes, donc dans chacun dans votre communauté respective. Et comment est-ce que ces espaces de concertation ou d'échange collectif vont se refléter sur votre organisme? Est-ce que, Michael, tu peux commencer? Oui, je pense que c'est une question très importante. Parce que je ne crois pas que les artistes aient l'occasion assez souvent d'exprimer leurs désirs et leurs besoins. Trop de décisions sont prises sans leur consultation et trop d'hypothèses sont faites. Je pense avec le pandémie, il y avait un moment où tout le monde disait « Ah, c'est le moment pour du changement. » On peut recommencer à zéro, on peut redémarrer, on peut commencer un dialogue entre artistes, diffuseurs, des bailleurs de fonds et tout. Puis, malgré la pandémie, il y avait un moment où c'était un petit peu excitant que « Oh, wow, il y a du changement qui s'en vient. 14 mois plus tard, je me pose la question qu'est-ce qui t'est arrivé avec tous ces dialogues? C'est le questionnement, le changement, le tout et tout. Je pense que maintenant, moi, j'ai devenu un petit peu obsédé avec la question qu'est-ce que les artistes ont besoin? Et assez souvent, quand j'ai l'occasion, je vais poser la question à les artistes qui viennent me voir dans mon bureau et tout. What do you want? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? La plupart, souvent, les artistes sont comme « Wow! J'ai aucune idée comment répondre à cette question parce que ça n'a jamais été posé. » Mais je dirais que
la plupart des artistes, ils ont dit « j'aimerais ça, un revenu garanti ». Ça sera un bon commencement. Mais on a vu avec le budget qui a passé avec le gouvernement fédéral, c'est comme quelque chose qu'ils ont discuté, puis ça a comme tombé à l'eau. Ça tombe toujours à l'eau. Tout ça pour dire que Marcel a utilisé le mot « l'agilité ». Il faut qu'il y ait comme un souplesse avec la manière qu'on crée des programmes, les programmes qu'on offre. Puis il faut que, je ne sais pas comment dire ça en français, mais il faut qu'il soit artist-driven. Ça veut dire que c'est l'artiste qui dit « j'ai besoin de ça ». Puis là, nous, on met tout en place pour que ces programmes reflètent qu'est-ce que les artistes ont besoin. On n'est pas là encore, mais on est à l'écoute. On reste à l'écoute. Voilà. Merci. Cette notion-là des programmes qui sont vraiment motivés par les artistes et artist-driven est super porteuse. J'imagine que Marcel, ça résume aussi à la manière dont vous travaillez aux écuries. Absolument, vraiment. Je dirais qu'aussi pour nous, c'est important, tu sais, là, on parle de programme, c'est important, par contre, d'être une direction artistique. C'est-à-dire que contrairement à des structures plus institutionnelles qui vont offrir des résidences, justement peut-être soutenues par différents conseils des arts, etc., pour nous, la direction artistique, donc le choix, l'adoubement, quelque part, là, tu sais, dire des directeurs artistiques avec les artistes est vraiment important. Et une fois que ça, c'est fait, bien, effectivement, ça va être de chercher à comment permettre à l'artiste de se déployer, de se développer, d'aller au plus loin possible de ses rêves artistiques. Et on le savait déjà, mais effectivement, comme Michael l'a dit, dans la dernière année pandémique, on a réalisé que la fragilité financière, particulièrement nous, on travaille avec Relève Forme Alternative, ça veut dire des compagnies qui sont soutenues à projet, ponctuellement, souvent, ou sinon à petit fonctionnement. Donc, ils n'ont pas les ressources internes pour se projeter tant que ça dans l'avenir. Et on s'est aperçu que, par exemple, certaines pratiques qu'on avait chez notre centre de création empêchait les artistes de se sentir sécuritaires financièrement, en sécurité financière, et donc de pousser leur réflexion jusqu'au bout. Donc, cette année, on a commencé à payer les équipes techniques pour les équipes, autant pour les gens qui venaient présenter des spectacles que pour les gens qui étaient en résidence. Donc, les techniciens, tout ça, qui font les montages et démontages, c'est niaiseux, mais en ce moment aussi, ça vient aussi de notre culture américaine, anglo-saxonne. On n'est pas dans des modèles d'artistes associés dans des théâtres comme à l'européenne, souvent, qui a aussi d'autres défis, bien sûr, mais quand l'artiste va être coopté, il va avoir accès aux ressources du théâtre, il va avoir accès au plateau, aux techniciens, etc. Nous, on est dans une logique où le diffuseur qui accueille est soit en partage de billetterie et que c'est la compagnie qui est subventionnée pour ces spectacles. Or, ce que ça fait, c'est que ça met tout le stress sur la compagnie ou l'artiste. Et nous, ben, donc, on s'est aperçu qu'on pouvait aller plus loin comme diffuseur. Donc, maintenant, on paye les équipes techniques. On a changé le partage de billetterie cette année pour un cachet garanti. La mesure billetterie nous a aidé à pouvoir le faire, là, que la mesure d'urgence et plusieurs aides aussi gouvernementales. On espère pouvoir, on se rend compte, là, pour aller dans le même sens que Michael, le cachet de création garanti permet une véritable prise de risque des artistes. Et là, on travaille vraiment au développement qualitatif de notre culture québécoise à ce moment-là. On va aussi essayer d'inclure une direction de production à l'intérieur du théâtre parce qu'on se rend compte que c'est toujours là que les compagnies coupent parce qu'ils doivent arbitrer entre un tissu qu'ils veulent pour faire tel costume et quelqu'un qui va organiser leur budget, qui va juste réfléchir aussi à la communication interne, la création, toutes ces choses-là qui vont rendre la création fluide et te permettre d'aller plus loin dans ta tête, ben, ils coupent là-dedans
parce qu'ils ne savent pas. Donc, nous, on est en train de réfléchir, là, pour faire simple, notre rôle de centre de création et de diffuseur en se disant, OK, on a toujours fait les choses dans des modèles X parce que c'est comme ça qu'on fait au Québec ou c'est comme ça qu'on a appris à faire, mais on est rendu à se reposer d'autres questions sur comment on soutient les artistes indépendants, les compagnies indépendantes qui n'ont pas d'attache, et c'est notre rôle, je pense, de trouver ces courroies-là qui vont vraiment permettre à la pensée artistique de ne pas s'enfarger dans toutes les matérialités de la résidence, en fait. Oui, ben c'est vraiment la question aussi de la précarité dans l'acte de création. Puis c'est là qu'on voit que les organismes ont quand même un rôle à jouer dans ce soutien-là, qui n'est pas seulement technique ou créatif, mais qui est aussi financier. Surtout, tu sais, dans vos deux cas, Montréal Art interculturel, qui est vraiment orienté autour d'une mission qui est d'inclusion pour des arts qui sont interculturels, intergénérationnels, interdisciplinaires, et puis au Théâtre des Écuries, où que vous cherchez autant à accompagner des compagnies émergentes qu'un peu plus sur le long terme pour des carrières continues, dans des formes un peu plus hybrides pour vraiment favoriser l'avènement d'une diversité, dans le fond, de voix. Cette question-là de la professionnalisation devient quand même importante. Donc, je me demandais, selon vous, quel est le rôle que les résidences peuvent jouer dans la professionnalisation des artistes qui vont créer spécifiquement en situation de marginalité? Les programmes de résidence, de formation ou de mentorat, est-ce que ça peut aider à établir des relations durables entre les artistes, entre les pairs d'artistes, et entre les différentes générations d'artistes? Donc, je lance la question. Je ne sais pas si Maïka veut y aller. Sinon je voulais juste dire, pour moi, la question de la marginalité est abordée, je crois, en offrant des programmes conçus pour donner accès. Je pense qu'il faut se demander qui n'a pas accès, quelles sont les communautés qui, historiquement parlant, sont vues refuser l'accès ou pour lesquelles il existe un obstacle, une barrière à l'obtention de cet accès. Vous partagez donc ce dont vous avez disponible et vous vous assurez que le processus en termes de qui obtient quoi est équitable. Et là, on parle de soit des artistes racisés, les artistes autochtones, des artistes en situation de handicap, ça peut être des artistes émergentes. Il y a tout un landscape, on pourrait dire, des artistes qui sont en train d'avoir accès. Nous, nos programmes, je dirais, sont 100% pour ces artistes-là. Oui, ben je peux peut-être... t'avais-tu terminé, Mike? Oui. Parfait, je vais faire empiéter le Zoom, on ne sait jamais. Merci. Part 2, deuxième partie. Oui, exact. Ben oui, tout à fait. Ben, j'aborde complètement dans le sens de Michael sur ce que c'est quoi la marge, effectivement, c'est qui n'a pas accès, puis se poser ces questions-là. Je vais peut-être amener la réflexion sur ta première partie de la question, qui était comment la résidence permet de développer la carrière à long terme. C'est, à mon avis, majeur. Prendre le temps. Prendre le temps est un concept. Puis je reviens encore à notre modèle actuel de production effrénée, où quand tu es un jeune créateur, une jeune créatrice, pour exister, il faut que tu produises. C'est assez clair, là, tu sais, il faut que tu déposes une demande de production, que tu aies ta subvention, qu'en 5-20 heures, tu répètes, etc. Puis l'année prochaine, l'année suivante, il faut que tu refasses un spectacle. Puis là, il faut comme ça que tu te fasses voir de plus en plus. Puis là, tout à coup, les réseaux officiels s'intéressent à ce que tu fais. Donc, tout est aussi dans la question du repérage de ces artistes-là pour essayer de leur offrir des alternatives à ce système de production effréné. Donc, nous, notre collectif de direction nous aide parce que justement, on est comme 5 antennes, soit dans des domaines de performance, de mouvement, de texte, etc. Donc, on arrive à faire du repérage. Donc, et ensuite, c'est quand on leur offre des conditions de se poser, de prendre le temps,
tout à coup, là, on sent que la voie artistique prend son temps pour se chercher. C'est un petit peu un commentaire éditorial, mais je trouve que souvent, pour ces raisons-là, puis vraiment, je lance aucune pierre parce que c'est le système qui est fait comme ça, mais les jeunes artistes apprennent à être des entrepreneurs culturels avant d'être des artistes. Et c'est un gros problème, à mon avis, pour le développement du type de théâtre, du type, je dis théâtre parce que c'est notre discipline, mais d'art vivant qu'on va faire. Donc, la résidence permet à l'artiste de dire, oh, OK, on me considère d'abord comme un artiste et je vais d'abord mettre mon temps et mon énergie sur ma pensée à long terme, sur mon identité artistique et sur ce que j'ai à offrir. C'est pas un droit d'être artiste, c'est comme, il faut que tu aies ta pensée, il faut que tu aies quelque chose à offrir à la société. Donc, qu'est-ce que tu vas nous bâtir? Qu'est-ce que tu vas... Puis les gens qu'on essaie d'accueillir en résidence, c'est des gens qui ont ce germe ou qui sont déjà avancés ou qui s'est déjà affirmé, mais qui ont cette corde particulière de l'artiste qui va amener une pierre à l'édifice de la société, que ce soit par une forme étonnante, que ce soit par un sujet important, que ce soit par une représentation d'une certaine diversité. Et ça, ben, ça prend du temps à construire. Puis donner confiance par la résidence, ça fait des parcours. Nous, on a plein d'exemples. Je pense entre autres à Système Kangourou, qui est une compagnie qu'on a accueillie au tout début des 10 ans avec leur premier spectacle qui s'appelait 40% de déséquilibre. Ça a été un gros succès. Ils étaient vus comme les filles qui allaient être les nouvelles metteurs en scène, tout ça. Donc, il y avait comme un gros buzz, en guillemets. Pour leur deuxième spectacle, elles ont été invitées au FTA. Elles se sont plantées, je le dis en tout amour pour ces filles, c'est-à-dire, c'est pas le spectacle qui s'est planté, c'est que la machine était tellement grosse, ils étaient tellement en train... Et là, la diffusion arrivait trop vite. Et là, après, ça a été une espèce de traversée difficile, puis je le dis parce qu'elle le raconte elle-même, cette histoire-là, difficile dans la reconstruction de leur identité artistique, puis de dire ben, comment on a pu se planter comme ça alors qu'on avait un projet artistique fort. Et ils sont arrivés aux écuries, on leur a donné la résidence de 2 ans. Elles ont repris le temps de se recentrer. Leur spectacle a été extraordinaire 2 ans et demi après. Maintenant, ça va faire partie, c'est un petit scoop, là, mais ça va faire partie des compagnies qui vont rentrer sur la base de 7 ans l'année prochaine, puisqu'il y en a une des compagnies résidentes qui part. Et donc, parce qu'ils ont eu une sécurité, elles ont pu, puis c'est vraiment des créatrices majeures, je pense, dans notre... et si elles n'avaient pas eu, je dis écuries, mais ça aurait pu être un autre type de résidence, mais ce temps et cet espace de confiance, en fait, on aurait échappé des créatrices d'importance, en fait. Est-ce que tu penses que ces espaces de confiance-là sont supportés par les communautés puis les relations entre artistes qui participent au programme de résidence aussi? Oui, ben, je pense que oui. Je pense que tu parlais aussi d'intergénération ou de collégialité entre pairs, c'est majeur. Entre autres, ben, nous, chaque artiste qui vient est comme jumelé avec un des directeurs artistiques et il y a comme une espèce de compagnonnage. Puis nous, on voit la direction artistique non pas comme un pouvoir surplombant qui va aller en salle de répétition puis qui va dire hey, la fin de ton spectacle, je suis pas sûre, il y a peut-être un 10 minutes de trop, coupe-moi ça pour la première. Je grossis, là, je fais vraiment du théâtre. Mais vous voyez ce que je veux dire. On est dans une direction artistique beaucoup plus collégiale. Et c'est l'artiste, le producteur qui est maître de sa création. Mais on est là pour poser des questions, pour demander justement, comme Mike disait, de quoi tu as besoin. Ah, ben tu sais, effectivement, est-ce que ton lien dramaturgique, ça m'a paru bizarre, etc. Je te pose ça comme question, réfléchis à ça, puis de retourner un peu plus tard en salle de répète, puis voir le chemin qu'ils ont fait et tout. Donc, tu sais, c'est ce type de compagnonnage-là qu'on va privilégier. Puis oui, ça fait que... ils vont se sentir dans cette fameuse famille des écuries. Le danger de la famille, c'est d'être exclusif aussi. Donc, il faut faire attention à ce piège-là de la famille. Mais en même temps, quand je disais soigner son accueil, c'est ça aussi, c'est de dire chacune peut penser que c'est chez lui aux écuries. Et ça, c'est vraiment important. Puis je pense que oui, ça a un impact sur les trajectoires après. Peut-être que je rebondirais sur ça pour lancer la balle à Michael. Comment est-ce qu'au Montréal Art interculturel se gère cette notion-là de communauté dans les programmes de résidence? Est-ce que ça favorise des relations entre artistes? Oui, mais je dirais que
comme c'est motivé par les artistes, c'est les artistes qui décident. Ils décident avec qui ils veulent travailler, ils décident les services qu'ils ont besoin, soit axés sur la création ou développement professionnel. Nous, on va être impliqués quand ils nous posent la question ou quand ils nous demandent une question, comme j'essaie de trouver un éclairagiste, par exemple, avez-vous une banque de ressources ou whatever. Mais c'est rare que nous, on va nous impliquer dans le processus de création. On essaie de respecter une sorte d'indépendance, mais encore une fois, si un artiste veut faire une présentation après une résidence invitée du monde pour avoir une conversation sur la pièce, oui, c'est possible, on ne va pas dire non. Et les communautés, je vais penser à quelque chose, mais c'est parti. Écoute, pas de souci. Merci pour tes éléments de réponse. Là. Je vois vraiment que pour répondre aux besoins des artistes, finalement, les organismes doivent être en mesure de fournir des ressources, donc dans la logique de l'agilité qu'on parlait tantôt. Puis peut-être que je vais rebondir sur ma dernière question, ma troisième question sur ça, parce qu'à travers vos accompagnements, vos structures de mentorat et vos structures de résidence, ils sont rendus possibles à cause de partenariats que vous créez avec d'autres organismes. Au théâtre, aux écuries, vous avez, bon là, je vais faire un petit survol, là, vous avez le programme Bonjour Théâtre qui offre un accompagnement de mentorat pour tous les secteurs d'expertise, qui est fait en partenariat avec le Festival Transamérique, Jamais lu et le Théâtre de la pire espèce. Vous avez aussi l'accueil Éclair qui soutient 15 compagnies qui sont attribuées à un des membres du collectif directeur. Vraiment dans une logique de mentorat, mais ça donne aussi accès à la clinique 360 qui est offerte par la Machinerie des Arts. Tu me diras si je me trompe. Puis au Montréal Arts Interculturels, donc votre programme Alliance, finalement, va offrir différents volets de services qui sont jumelés en partenariat avec Mandoline Hybride. Le Centre d'artistes Articule aussi que vous avez développé. Et vos programmes de bourse et de formation vont... Donc, j'avais noté la clinique Vivacité et le volet un peu soutien pour avancer dans sa pratique. Là. Michael, tu me diras si c'est encore d'actualité, qui sont vraiment faits avec des partenariats aussi institutionnels, le Conseil des arts et lettres du Québec et la Machinerie des arts. Tous ces grands préambules-là pour arriver à la question, en quoi ces partenariats vont vraiment participer à la diversification ou à la pérennisation des ressources offertes aux artistes et comment ce partage de ressources s'incarne-t-il dans donc l'approche de vos organismes? Peut-être, Marcel, voulais-tu commencer? Ben, oui, tout à fait. C'est encore une fois, je pense, en tout cas, nous, c'est très, très fort dans notre réflexion. Puis justement, dans ce fameux exercice de plan directeur qu'on est en train de faire, c'est un des angles qu'on regarde spécifiquement. Il y a des gens qui sont très bons pour faire ce qu'ils font dans la vie, fait qu'on n'a pas besoin de le faire à leur place. Et en s'associant avec ces gens-là, on peut multiplier les actions parce que les expertises sont au bon endroit, puis on travaille ensemble. Donc, entre autres, la machinerie, on a offert à tous les artistes qui sont en accueil éclair, qui viennent chez nous et qui passent donc assez rapidement dans ce format accueil éclair, de créer une espèce de cohorte. Et c'est la Machinerie des Arts qui a fait une clinique 360. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être un créateur-producteur? C'était sur une base volontaire. Les gens s'inscrivaient. Et nous, on a donc engagé la machinerie pour créer cette cohorte-là sur une année. Ça a été une expérience super. Ça l'a soudé. Ça a créé un sentiment d'appartenance, mais par le biais de la formation de la machinerie, qui sont bien plus outillés que nous, puisqu'ils ont déjà tous les outils. Même chose, on est en partenariat avec Castelier, un fleuron de la marionnette au Québec et internationalement. Nous, les arts, comme je disais, les pratiques alternatives fait partie de notre mandat, mais ils sont excellents, Castelier. On ne va pas se prendre la place de Castelier. Donc, en les invitant et en travaillant avec eux, ben, les deux réseaux se nourrissent l'un l'autre, puis ça sert les artistes. Donc, c'est vraiment comme ça, même chose avec la serre Art Vivant. On a toujours en début d'année, on accueille le projet Vous êtes ici, qui est piloté par la serre, qui est génial, qui est comme une espèce
d'audition de 4 sous, c'est-à-dire comme de voir les nouveaux talents qui sortent pour les finissants dans toutes les écoles, mais plutôt sur la création. Donc, c'est comme une résidence condensée en 7 jours, puis ils ont comme une présentation, c'est un déambulatoire dans tous les espaces des écuries, dans tous les raccoins, c'est formidable. Mais la serre, vous êtes ici, a cette expertise-là de multidisciplinarité que nous, on n'a pas aux écuries. Donc, en s'associant, les 2 mandats sont valorisés. Je pense que vraiment, c'est l'avenir. Il faut arrêter de voir la direction artistique, je trouve, en tout cas, des lieux comme une personne qui sait ce que ça veut dire le théâtre, qui sait ce que ça veut dire l'art et qui ensuite diffuse sa pensée au travers des projets qu'il sélectionne. Je pense qu'on est rendu, parce que nos générations aussi, là, bon, je crois que c'est un petit peu dans cette fameuse génération qui est plutôt intermédiaire, là, qui est plus dans la relève, mais quand même, à partir de notre génération, en fait, les ressources sont saturées, on le voit dans les conseils des arts. 80% des financements vont à des compagnies qui ont été comme créées avant 2001, carrément. Donc, toutes les compagnies qui ont été créées dans les 20 dernières années se partagent à peu près 30% des enveloppes financières. Donc, pour arriver à se déployer et avoir un rayonnement, il faut que la mise en commun soit au cœur de nos préoccupations, je pense. Écoute, je trouve que c'est super inspirant, en fait, cette logique-là de mise en commun puis de partage entre organismes. Michael, tu as envie de nous parler comment ça peut agir pour le mai, ces logiques-là de partenariat? Mais sont essentielles pour le mai et c'est tout à fait la mise en commun des ressources. C'est critique. Pour tisser des liens entre des communautés, des artistes en plusieurs disciplines, par exemple, et tout. La machinerie, c'est le pensée que j'avais eu pour la dernière question, parce que si je comprends bien, la machinerie était conçue pour construire une sorte de communauté artistique où les artistes pouvaient trouver comme des collaborateurs à travers la machinerie. Je pense qu'au commencement, c'était ça l'idée de cet organisme. Nous, on a des partenaires qui sont en association avec la diffusion, comme La Chapelle, Studio 303, Black Theatre Workshop et tout. Puis, on a aussi le côté d'avoir des partenaires pour l'accompagnement, pour l'alliance. Et c'est comme, on fait toujours un scan de voir s'il y a des organismes qu'on peut comme collaborer avec, qu'on n'avait pas fait dans le passé. Et ça change chaque année. Mandoline, c'est nouveau. Articule, c'est nouveau. Par contre, on a un partenariat avec CAM en danse. C'est un jumelage. Ça, c'est long terme. On avait un partenariat avec Prim à long terme, jusqu'au moment qu'ils ont rénové leurs espaces ou qu'ils ont déménagé. Je ne suis pas sûr si c'est un autre, mais anyway. So, il y en a qui revient. Il y en a que c'est des partenariats pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis après ça, c'est comme on change. Je pense que c'est très important de savoir quand un partenariat est plus pertinent. C'est qu'on a fait tout ce qu'on peut avec eux, puis c'est le temps de comme, changer le trio de partenaires qu'on va s'engager avec pour 1 an. Il y a toujours un renouvellement et que les partenariats entre organismes et artistes, c'est toujours en train d'évoluer. Ben, on revient un peu à la question du début qui était l'adaptation aux besoins des artistes puis s'assurer d'offrir les ressources adéquates à ça finalement. Peut-être qu'on pourrait ouvrir les questions au public. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, les écrire en chat, m'assurer de les transférer.
Oui, il y a Louis Jacob qui a levé la main, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci de votre conversation. C'est extrêmement intéressant. J'ai pris beaucoup de notes. On va y revenir tout à l'heure dans la synthèse, mais une petite question. Ce ne sera pas cette année qu'on va avoir une refonte de la loi sur le statut des artistes, mais j'aimerais vous entendre. Est-ce que vous avez quelques mots à dire par rapport aux pratiques et à la conception particulière que vous avez des partenariats et puis de l'écoute des besoins des artistes? Est-ce que vous avez un point de vue? Enfin, je sais que vous avez un point de vue là-dessus, mais j'aimerais vous entendre sur cette question-là. Donc, c'est lié à la question de la professionnalisation, mais pas uniquement. C'est lié aussi à la sécurité, aux conditions dans lesquelles les artistes sont amenés à créer, à partager leur travail, etc. Merci. Oui, ben absolument. Moi, je trouve qu'il y a eu une occasion manquée, ben oui, du côté du gouvernement, bien sûr, qui finalement ne fera pas sa réforme. Et là, effectivement, là, j'ouvre les guillemets et c'est vraiment, je me permets un éditorial, un point de vue, comme vous dites, M. Jacob, puisque oui, nous sommes pleins de points de vue. Mais moi, je trouve aussi que ça a été une occasion manquée cette année par notre milieu. Pour réclamer haut et fort le filet de sécurité sociale dont parlait Michael pour les artistes. Je pense que ça aurait été la responsabilité des lieux de crier pour ça. Et pour plein de raisons, les vies associatives étant ce qu'elles sont, j'ai participé à différentes conversations et ça n'allait pas dans ce sens-là. J'ai tenté de mettre ça aussi en haut en me disant, les lieux, nous, on est gros. Les gouvernements ne vont pas nous oublier, on ne va pas fermer, les mesures sont en place, donc crions pour les individus qui, eux, n'ont aucun filet, aucune structure. Et pour plein de raisons, ce n'est pas les chemins qui ont été choisis, mais je trouve quand même qu'on a manqué, c'est vraiment, ça n'engage que moi, cette réflexion, mais je trouve qu'on a manqué de solidarité au travers ça collectivement. Vraiment. Puis, je pense que ça aurait fait du bien que les lieux puissent dire que la base de leur identité, c'est les individus et c'est les créateurs. Parce que là, présentement, les mesures de financement qui nous sont accordées à nous, les lieux, les diffuseurs, ben c'est parfait. Oui, c'est comme la logique de on va faire ruisseler l'aide jusqu'aux créateurs, mais encore faut-il que ce soit les créateurs qui soient présentement programmés. Et on sait tous que la pandémie a créé un bouchon de diffusion et de présentation des artistes pour les 3-4 prochaines années. Fait que si tu n'es pas déjà dans la machine, là, si tu es un finissant des écoles, si tu as une nouvelle production, là, hey, ça va être long avant qu'on te voit, là. Et donc, on est en train d'échapper plein de gens là-dedans. Fait que, bref, c'est un peu une longue réponse, mais ça m'enflamme comme sujet, comme vous pouvez voir. Puis, dernière petite parenthèse, j'ai eu un lunch virtuel, donc on ne mangeait pas pantoute, mais ça s'appelait quand même un lunch, avec M. Guilbeault, ministre du patrimoine canadien. On était 5-6 à pouvoir lui poser des questions. Et j'ai abordé exactement cette question-là, un peu comme je vous le fais aujourd'hui, en disant, mais on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose. La PCU, la PCRE a aidé, mais qu'en est-il pour l'avenir? Et l'assurance chômage est au fédéral. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réformer ça? Il m'a dit que c'était pas simple, évidemment, puis qu'il n'y avait pas de recette miracle, mais qu'ils étaient conscients au gouvernement que les mesures d'assurance chômage telles qui ont été conçues dans les années 60 ne sont plus adéquates, puis qu'on ne peut pas considérer un artiste comme un orthopédagogue ou comme qui va bâtir sa clientèle, puis qui va avoir une profession libérale indépendante au niveau de son financement, mais que ça prend un filet social. Donc, ils en sont conscients. C'est tout ce que je dirais. Merci Marcel pour cet élément de réponse. Je ne sais pas si on aurait le temps peut-être pour une dernière petite question, si quelqu'un veut lever la main ou prendre la parole. Sinon, moi, je voulais juste dire... Oui, je voulais entendre Michael là-dessus. Oui, absolument, absolument. Vas-y, Michael. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste que je me pose la question, les organismes de service, pendant les derniers 14 mois, je trouve qu'ils ont travaillé pour les lieux et non pour les artistes. Je pense qu'il y avait beaucoup de discussions pour sauver les lieux, sauver les organismes,
mais la discussion, ça a comme dépassé la condition des artistes. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment comme décevant. Et j'aurais dit, j'aimerais ajouter que la province de Québec, dans tout ça, encore une fois, je vais poser la question, il était où? Les bailleurs de fonds comme le ministère de Culture et Communication, le Calque, comparé au Conseil des arts du Canada et même comparé au gouvernement fédéral, c'était comme affreux qu'est-ce qu'ils ont offert pendant la pandémie. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai à dire. Puis, dernière chose, si vraiment tu aimerais une réponse à cette question, pose-la à les artistes. Voilà. Merci, merci beaucoup, Michael. Sur cette levée collective, on va clore ce panel de questions. Merci beaucoup, Michael, d'avoir été avec nous. Marcel, vos partages de points de vue étaient absolument fantastiques. Merci beaucoup. Donc, peut-être que je laisse la parole à Eva ou Sylvain pour annoncer la suite. Merci, Jade, à ton tour pour l'animation. Merci à tout le monde. Oui, j'inviterai Louis Jacob, Carole Bézinius-Penin et Sylvain Martin à clore cette journée avec vos points de vue, votre synthèse. Alors, qui d'entre nous va commencer? C'est Carole, d'accord. D'accord. Je respecte l'ordre imposé par Sylvain. Tout d'abord, je pense que nous avons pu assister encore cet après-midi à une très belle diversité des approches et des perspectives offertes sur le dispositif résidentiel. Alors, tout d'abord, je dirais grâce à la contribution de Marie-Christine, nous avons pu cerner l'importance d'historiser les pratiques résidentielles et je salue ici en tout cas la perspective originale faite à partir des archives à travers cette archéologie des résidences proposées. Son approche a mis à jour les tensions entre éducation et culture, mais aussi l'articulation, me semble-t-il, entre rencontres, pratiques et réflexivité à partir d'un enjeu démocratique essentiel. Marie-Christine a aussi souligné de manière très pertinente le paradoxe entre massification des résidences en milieu scolaire et le difficile équilibre territorial constaté. Alors, ce qui me permet une belle transition, du coup, sur le dispositif interface avec la proposition d'Éric qui interroge le rapport résidence et territoire disciplinaire. Un axe important, me semble-t-il, est celui d'incubation, puisqu'on l'a retrouvé à la fois dans les propos d'Éric, mais aussi dans les propos de notre dernière intervenante, c'est-à-dire la nécessité de défendre une temporalité longue de tout dispositif résidentiel, et en même temps, une attention particulière, je le cite, à la convergence d'intérêts, belle expression qui montre bien comment la résidence est un outil pertinent pour la confrontation des connaissances et des savoirs. En somme, si je tente de synthétiser les propos, un moyen d'infiltration, autre terme intéressant, en interaction constante avec le processus de médiation qui, au final, ne peut se passer d'une professionnalisation de l'accompagnement, rendant visible cette jointure que l'on retrouve dans les études anthropologiques sur la culture. En passant ainsi de la d'Éric à celle de Franck, nous avons pu aborder la question du territoire, cette fois géographique, stricto sensu, en mettant en exergue une problématique de fond portant sur le développement culturel dans les milieux ruraux. Alors ça nous occupe aussi beaucoup en France actuellement, hein, le ministère de la Culture flèche un certain nombre de dispositifs sur cet axe-là. Et je trouve que les propos d'Éric nous renvoient aux enjeux culturels dans les territoires et à l'importance d'une nouvelle dynamique à mettre en place. Et je pense qu'il faut être peut-être doublement inventif lorsqu'on se situe sur cette zone. En fait, comment le milieu peut nourrir, bien évidemment, la démarche artistique
Et comment aussi il peut être abordé sous l'angle du concept deleuzien de territorialisation et de déterritorialisation, ces deux notions emblématiques. À travers les propos de Michael, un autre point important émerge, très pratique, relatif au cadre des programmes et à la mutualisation. Peut-être une prospective d'ailleurs qui mériterait une discussion plus institutionnelle sur une nécessaire co-construction entre artistes et subventionneurs de résidence. Marcel nous a offert l'occasion de saisir enfin les procédés dédiés à la relève et l'articulation entre création et diffusion. Son approche pragmatique a été particulièrement éclairante sur la professionnalisation des résidences d'artistes en tant que centre de ressources qui passe par la notion d'inclusion, mais également une notion que j'affectionne particulièrement qui est celle de compagnonnage qui désigne, selon la sociologie, je le rappelle, un système de transmission de connaissances à un métier en présence d'un père, Marcel nous l'a bien rappelé, et qui s'ancre dans une communauté. Et on pourrait dire qu'il véhicule au moins 3 valeurs importantes. La première, évidemment, c'est l'altruisme de la transmission des savoir-faire, c'est-à-dire savoir donner, ce qui n'est pas toujours évident dans les milieux professionnels. Le deuxième point peut-être, et la deuxième valeur aussi essentielle, c'est la capacité à mobiliser des collectifs. En tout cas, la conclusion de cette table ronde tournée autour de cela, c'est-à-dire mener une équipe, assembler des femmes et des hommes. Et enfin, une dimension importante, c'est pour les jeunes générations, c'est la volonté d'intégrer la jeunesse au dispositif. Et évidemment, celui de la relève est présente. Alors, pour conclure cette synthèse et surtout laisser à présent la parole à mes collègues, je dirais que les témoignages proposés ont parfaitement défini la médiation culturelle, d'une part d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire faire accéder un public à des œuvres en construisant une interface entre 2 univers étrangers, en permettant une appropriation, et puis d'autre part, d'un point de vue pratique, la question des médiateurs qui a été reposée, des formes d'action culturelle en opposition à l'animation culturelle, la construction d'une relation à l'art sous-jacente qui était également très forte dans les discussions, et puis la conception et la réalisation d'organisations culturelles et de produits qui au final sont bien destinés à présenter l'art au public. Et je vous cède la parole, messieurs. Je pense que c'est à mon tour, là. Merci. Merci, Carole. Une très belle synthèse, très réussie. Je vais y aller, moi, à rebours. Donc, la deuxième table ronde m'a interpellé particulièrement parce qu'elle nous a permis de s'arrêter et de mettre l'accent sur les conditions du travail, les conditions de création des artistes. C'est toujours, qu'on le prenne d'un côté ou de l'autre, central dans notre interrogation sur la médiation culturelle, les résidences d'artistes, la démocratie culturelle. On a beaucoup insisté également sur la complexité des partenariats. Lorsqu'on est dans des contextes pluriculturels, multidisciplinaires, forcément, les partenariats vont demander de partager des expertises diverses, des outils, des ressources, tous les termes qu'ont employés Michael et Marcel, des compétences également qu'on souhaite complémentaires. Donc, moi, je suis très heureux qu'on ait dans cette deuxième table ronde insisté sur ces dimensions-là de la médiation et des résidences d'artistes, le rôle particulier que jouent les diffuseurs et des centres un petit peu inclassables ou hybrides comme les écuries et le MÉ. La deuxième table ronde nous a permis d'insister, je pense, à bon droit sur l'importance du tiers parti ou de la tierce personne ou la médiatrice, par exemple, ou l'intercesseur, qui peut être un centre et qui peut être aussi incarné dans une personne. Là aussi, on voit l'importance de ménager des espaces où on se donne un peu de temps
Moi, j'ai beaucoup aimé cette idée qu'on pouvait se donner même le temps de errer et de flotter pendant des mois avant de vraiment s'arnacher les uns et les autres à un même projet. Pourquoi pas? Pourquoi pas favoriser comme ça des espaces un petit peu de flottement? C'est peut-être un des nerfs de la guerre lorsqu'on cherche à pondérer ou à conjuguer ou à articuler à la fois les besoins en création et les besoins en diffusion ou en participation culturelle, par exemple. Je pense que ça demande beaucoup de temps et, entre autres, un peu de... Il faut se donner le luxe, il faut se donner le luxe de se tromper et puis de errer. Je reviens encore avec ce mot-là. Et pour terminer avec la conférence de Marie-Christine que j'ai beaucoup appréciée, comme le dit Carole, parce que ça nous faisait renouer avec une perspective historique sur un temps un peu plus long qu'on a parfois tendance à négliger. Ça faisait écho un petit peu peut-être à certaines des propositions de Foucault avec l'archéologie, avec les archives, avec les dispositifs, mais de façon très originale. Alors, j'étais très content de ça. Et il y a une belle leçon que je retiendrai aussi, c'est le fait que par cette astuce d'avoir examiné les curriculums, on voit bien qu'il y a des changements dans les polarités. Il y a des activités qui sont tantôt moins légitimes qu'ils deviennent au contraire beaucoup. Il suffit d'être peut-être patient ou persévérant ou résilient. Et puis, tout d'un coup, ce qu'on faisait il y a 20 ans, tout le monde a les yeux rivés là-dessus et donc on peut le faire valoir. Mais c'est encourageant aussi, pas seulement pour les artistes et les professionnels qui le font valoir, mais aussi pour les personnes qui ont participé à ces grandes transitions. On peut les apercevoir seulement sur un temps relativement long. Donc, c'est plutôt encourageant de voir qu'il y a comme ça des renversements possibles, des polarités, des formes de légitimité qui se déplacent. Je pense que c'est très encourageant pour la suite. Merci beaucoup à vous pour cette table ronde et Marie-Christine pour ta conférence. Merci bien. Et juste peut-être pour rebondir sur tes propos sur la question du flottement qui a été utilisé lors d'un entretien avec un écrivain, et sa définition de la résidence, c'est une formule que je trouve très belle et qui va bien dans le sens que tu évoques. Il disait que la résidence, c'est avant tout un catalyseur de développement inattendu. Je pense que c'est justement ce que permet la résidence sur un temps plus long, c'est de laisser de la place à l'inattendu. Oui, exactement. C'est qu'on cherche à rompre avec la routine, parfois pour renouer avec quelque chose de notre pratique ou de notre démarche qu'on a négligée ou qu'on a oublié. Là aussi, c'est du point de vue, je pense, des artistes, c'est un moment charnière. On peut vouloir provoquer ces moments de déstabilisation, on peut vouloir y rester un petit peu plus. Tout à fait. Merci Louis, merci Carole pour ces excellentes synthèses. J'embarquerai en soulignant quand on a eu l'idée au sein d'Artenso de développer ce colloque, de mettre en place ce colloque, puis de manière plus générale de réfléchir les différents projets autour des résidences artistiques ensemble. Une des choses qui m'a fasciné, c'est la diversité des définitions, des formes des résidences. C'est pour ça qu'on met expérience au pluriel, effet au pluriel, résidence au pluriel dès qu'on le peut. Le travail des projets présentés ce matin, ceux d'hier aussi, nous montrent que cette diversité, elle est inhérente au dispositif même de résidence, l'importance de s'adapter. Alors, j'ai adoré le terme d'agilité de Marcel, je vais l'utiliser. Je suis forcé dans la vie d'utiliser le terme de flexibilité que je déteste pour parler notamment des conditions de travail des artistes, parce que la flexibilité, c'est une force qui est donnée sur un objet et qui le fait bouger. C'est une force extérieure. Alors que l'agilité, il y a l'action qui est donnée directement à l'acteur. Je trouve que c'est très, très important de le présenter de cette manière-là. Donc, avec tout ça, je voulais dire que la diversité des formes des résidences, elle est liée à cette diversité des besoins. On l'a entendu et on a entendu qu'il fallait les écouter davantage. Les besoins des artistes sont vraiment à considérer. Les besoins des territoires aussi, ça a été évoqué. Les besoins des partenariats, les besoins des partenaires, les visions des partenaires qui sont impliqués dans ces résidences-là. On peut l'étendre au milieu de vie. On a parlé pas mal de milieu de vie hier, que ce soit des espaces polymorphes, donc à la fois un lieu, puis un ensemble de personnes qui passent
ou qui font vivre ce lieu, mais aussi des populations elles-mêmes. Avant même d'en arriver au public, des arts, il y a toutes ces parties-là à considérer. Je pense que les travaux présentés ce matin le montrent bien, à quel point la résidence est un dispositif qui permet, notamment quand il y a un temps d'implantation qui est assez long, ou des programmes qui permettent à des artistes de revenir, c'est un dispositif qui permet effectivement de prendre en considération toutes ces personnes et tous ces intermédiaires à considérer. Alors, je retiens également l'importance du rôle des intermédiaires, notamment pour trouver des solutions à des problèmes qui arrivent effectivement lorsqu'on met en action un artiste avec un autre milieu, mais aussi, j'ai beaucoup aimé le travail présenté par Eric, l'intermédiaire qui va créer d'une certaine manière, qui va provoquer ou entretenir ces errements, ces confusions, ne pas aller à la première solution, mais se donner le temps d'aller réfléchir davantage, de reconsidérer les choses. Et finalement, je terminerai avec cette expression, se donner le temps. Je la retiens comme étant la clé essentielle pour la réussite de ces différentes résidences d'artistes, se donner le temps en tant qu'artiste, enfin donner le temps aux artistes, donner le temps aux intermédiaires de tisser les liens, donner le temps aux structures, même aux structures subventionnaires, donner le temps aussi au public, à la population de se saisir de ces résidences, donc donner le temps pour que ces programmes et ces résidences puissent se déployer et de porter leurs fruits. Oui, Sylvain, tu insistes sur le temps qu'on doit se donner, sur une certaine durée dans laquelle on doit s'inscrire, mais ça me fait penser un petit peu à la perspective inverse que soulignait Marcel et qui me plaît aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a très souvent des actions très ponctuelles qui peuvent être extrêmement profitables pour une compagnie ou un artiste. Donc, cette idée de résidence est claire. Je me dis oui, pourquoi pas un échange de bons procédés, faire procéder au bon moment la compagnie de tel équipement, telle ressource, mais ça demande beaucoup de réflexion au préalable. Et il y a Lorraine Beaulieu qui écrit dans le chat, même le temps d'errance peut être planifié. Effectivement, quand on y réfléchit, quand on prend l'habitude d'exprimer ses besoins au moment où il le faut, ben, effectivement, on peut s'engager dans une période de flottement qui est un peu planifiée, aussi paradoxal que ça puisse paraître, là. Puis ça nous renvoie aussi à la notion de compagnonnage, c'est-à-dire le fait que aussi la résidence, c'est pas juste un temps unique, c'est qu'on peut voir à un moment donné l'artiste, le retrouver s'il a un besoin à un autre moment, le revoir pour le montage ou le filage d'un autre spectacle, et voilà, et avoir un élargissement temporel et de maintenir le lien sur la durée aussi au sein des résidences avec les artistes. C'est une chose dont on aurait pu discuter longuement avec Michael, parce que le travail du mai, justement, favorise à la fois la professionnalisation des artistes, leur intégration au réseau culturel et artistique, mais en même temps des dialogues intra- et intercommunautaires, si on peut le dire ainsi. Donc, il y a tout un travail qui se fait sur différentes temporalités, dans différents axes également. Je ne sais pas si Michael m'a entendu ou s'il ne veut pas m'entendre. Alors, oui. Eva? Oui, je me joins à vous. Écoutez, moi, je retiens tous ces mots en co, hein, ces mots du commun, le colloque. Je vais faire la conclusion. Je remercie nos convives et notre communauté. Vraiment, je voudrais remercier tous et toutes pour la grande générosité dont on a été témoin, en fait, ces deux matinées. Je suis très contente qu'on ait pu réunir Carole et Marie-Christine. Je voudrais souligner leur complicité. Ce sont des figures de référence quand même pour moi, pour nous, cette articulation tant conceptuelle qu'historique autour de la médiation et des résidences qui inspire en fait grandement, je pense, nos propres cadres de réflexion. Je voulais ramener quelque chose qui a été dit hier aussi. Marie-Christine et Carole ont quand même, comme chercheurs, tout un ancrage dans les milieux de pratique.
organisatrice de résidence, ancienne fonctionnaire. Et on a parlé hier, Louis avait abordé la question de la neutralité et de l'engagement, en fait, des chercheurs dans les terrains. Et Carole a partagé, en fait, une série de contributions à ce sujet que Sarah va nous partager à nouveau dans le chat. Ce qui m'amène, en fait, je voudrais terminer un peu juste en replaçant la trajectoire d'Artenso ici, au Québec. Artenso est un jeune centre collégial de recherche et de transfert spécialisé en médiation culturelle, affilié au Cégep de Saint-Laurent, reconnu pour ses programmes d'art, et qui possède, comme je le disais hier, une salle de diffusion interdisciplinaire qui sert tant au département artistique qu'à l'arrondissement, le programme en Maison de la Culture. Et c'est là qu'a démarré, en fait, la salle reçoit des artistes en résidence, mais pour des productions qu'on a vu hier techniques, de très courte durée. Et la réflexion est née de là, est-ce qu'on pourrait penser à des résidences qui auraient un peu plus d'impact dans la communauté? Et ça nous a amené à dire, est-ce qu'il y a des écrits au Québec sur l'impact des résidences? Et il y a très peu de choses qui sont faites, sauf un peu plus articulées autour du scolaire. Donc, on a démarré, j'ai souhaité structurer en fait un projet pilote, une résidence qui est devenue une résidence d'écrivain, un premier projet, qui a donné lieu aussi à une recherche. Et ensuite, en fait, j'ai invité Louis Jacob, qui est un collègue quand même de longue date, des tout premiers jours de notre groupe de recherche sur la médiation culturelle il y a à peu près 15 ans, engagé directeur d'un des axes de l'OMEC, l'Observatoire des médiations culturelles, et qui a conduit avec la Ville de Montréal une étude quand même marquante au Québec, parce qu'elle était sur une longue durée. Donc, 6 organismes ont été observés pendant 3 ans, 6 organismes de médiation culturelle, et ça donnait à cette étude de référence sur les effets de la médiation culturelle. Donc, je trouvais que Louis était très bien placé pour diriger notre étude, en fait, sur les effets de la résidence en partenariat avec la Ville de Montréal et le Conseil des arts de Montréal, une étude qui va être dévoilée au cours des prochaines semaines. Finalement, en fait, aussi, par mon ancrage, en fait, dans le milieu des arts numériques et des réflexions que j'ai menées auparavant sur l'art en milieu de travail, j'ai proposé qu'on profite, en fait, de ce que fait le Conseil québécois des arts médiatiques, présidé par notre ami Éric Desmarais. Le CECAM dirige un programme de résidence dans les entreprises du numérique. Donc, on mène actuellement aussi une recherche dirigée par Sylvain sur ce corpus. Et finalement, dernier né du centre, on a ouvert, avec un appel à candidature, une résidence de recherche-création, vous voyez un autre format, une autre méthodologie, et de médiation patrimoniale autour d'un bâtiment de patrimoine religieux, une résidence qui est portée par des artistes chercheurs, Ariane Paradis et Marie-Hélène Roch, qui est en cours actuellement. Donc, vous voyez ce corpus si riche qu'on a, une diversité de terrains, d'intervenants, d'approches et de méthodologies. Voilà, donc merci à tout le monde. Merci à mon équipe directe, Sylvain Martet, Sarah Roger, Julia Robert Van der Dock, qui va contribuer à la rédaction d'une synthèse. Faites de vos synthèses qui va être disponible d'ici une dizaine de jours sur notre site. Je vais continuer à vous inviter à nous suivre sur le site, sur les réseaux sociaux. Participer au concours pour courir la chance de gagner un abonnement à Vie des Arts. Suivez-nous sur Instagram. Et tout dernier mot, en fait, je voulais faire un petit point sur des événements proches de notre communauté. Il y a un colloque chapeauté par l'INRS sur les politiques culturelles à l'université. Marie-Christine va faire la conférence de clôture le 20 mai, si je ne me trompe pas. C'est un colloque qui s'est fragmenté sur 2 semaines à partir de la semaine prochaine. Et Louis Jacob et mon collègue, mon équipier Jonathan Rouleau font partie du comité organisateur. Et dernier petit point, nous organisons aussi une série de conversations qui s'appelle les Midi Réseaux,
Donc, des conversations avec des personnes qui sont pour nous des figures inspirantes en médiation culturelle dans le réseau de la francophonie. Le prochain Midi Réseau aura lieu le 26 mai. Alors voilà, chères dames, chers messieurs, je vous remercie encore une fois pour votre présence et à tout bientôt, j'espère.